techno-fun. Bon, la course à passer jeux vidéo est commencée. Et Martin Sèche. Et on est sur Sega Rally. Oh, qui s'approche dangereusement de ses compétiteurs. Et là, ça devient compliqué. Martin va nous en parler. Sega Rally, Martin. Sega! Tiens, ouais! Salut. Compliqué commencer comme ça. Ah, Je suis oui. pas sûr que c'était une bonne Belle idée. mise en scène, alors. Martin, Sega, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas sorti de jeu de course comme ça. Ben, depuis le Daytona USA, en sortant la fameuse console Saturn, ben, on n'avait pas eu vraiment de sortie notable de jeux de voiture sur la console Saturn. Ben justement, un jeu de course, c'est une bonne façon d'évaluer cette console-là. Une Absolument. console, il faut que ça Absolument. roule. Oui, hey, t'as absolument raison, c'est vraiment bien. Alors, tout ça pour dire que, je vais paraphraser Bruno, c'est que le jeu de course demande d'avoir des graphiques très réalistes et des sons très réalistes, des animations régulières et rapides. Il demande aussi une manipulation en même temps réaliste et aussi facile. Faut pas trop que ça devienne compliqué. Alors, tout ça, et c'est pour ça, je le fais remarquer, qu'ils vont offrir un jeu de voiture avec une console lorsqu'on l'achète. Donc, pour toutes ces raisons, un jeu de voiture reste une très bonne façon d'évaluer les capacités. Ben Et la évaluons, performance. mon cher. Est-ce qu'on peut voir Une des console. images? On Oui, l'a vu un petit peu tout à l'heure, on va en voir d'autres. Le Sega Rally, alors, c'est un jeu de course automobile. Oui, qui est de style Daytona USA que l'on a pu connaître dans les meilleures arcades. Alors, le Sega Rally, se déroule dans un décor champêtre avec des éléments particuliers style de la boue, du gravier, des boues asphaltées, des courbes à 90 degrés. Il y a même des zèbres et des éléphants en décor. Peux-tu leur donner des pinottes? Non, pas vraiment. On n'est pas à Hemingford. En parlant de réalisme, on a un réaliste qui est en train de jouer en bas, un vrai de vrai. Steve, comment tu trouves ça? Ben, c'est bon, on embarque. On embarque Ouais, facilement. t'es dedans, là, c'est ça? Ben dedans. Ouais. Mais en parlant de réalisme, est-ce que c'est vraiment réaliste? Ouais. Ouais. Ouais, c'est le meilleur que j'ai vu à date. OK, puis lui, Ah oui. il y a le volant. en Il y a plus. le volant. Parlons du volant. Ben oui, c'est quelque part, il faut être super vigilant avec les jeux de course automobile parce qu'il y a certains jeux qui vont demander l'achat de volants pour bien apprécier le jeu. Et dans le cas de Et ce ça, jeu-ci, c'est un défaut. Donc, il faut avoir le maximum d'informations sur un jeu pour savoir est-ce que ça prend un volant. Parce qu'un volant, maintenant, c'est devenu une dépense supplémentaire d'au moins 125 $. Donc, c'est assez énorme. Surtout quand on sait qu'une console coûte 500 $. Donc, cet achat-là est considérable. ça va mal. Pour le cas Sega Rally, Oui. alors, Les faut dire différentes que... options qu'il y a sur ce jeu-là, tu nous parlais de Bon. toutes sortes de bouts d'affaires. Alors, les options, tout ça, mais le choix de la manette ou du volant, au début, c'est mieux avec la manette, mais pour bien apprécier le jeu dans tout son réalisme, notamment dans les déplacements de la voiture dans la boue, c'est mieux avec le volant. OK. Ça, c'est mon appréciation. Donc, ça prend pas le volant nécessairement, mais c'est toujours mieux avec le volant. Puis moi, j'essayais de te parler d'options, là, Martin Pelletier. Les options à ce jeu-là, combien est-ce qu'il y a de tracés? Bon, Combien est-ce alors qu'il y là, a on de voitures? tombe dans la partie critique un peu. Il y a peu d'options, et ça, j'ai des images de ça. On regarde ça. Et oui, alors, bon, il y a une bonne diversité de choix, c'est-à-dire de la pratique des championnats des courses 1 contre 1. Le choix des voitures est limité à 2, c'est pas beaucoup. Le choix des tracés est limité à 3, donc facile, médium et expert. Désert, forêt, montagne, c'est très limité. On doit faire le tour rapidement. Bon, on vient qu'à connaître les tracés parce qu'ils sont assez courts aussi, donc on les connaît par cœur rapidement, sauf que la réaction des autres concurrents, c'est-à-dire les autres voitures contre qui on doit courir, est pas toujours la même, donc c'est pas préprogrammé. Donc ça va amener un bon élément de diversité. OK. Mais est-ce que c'est le fun? Bon, alors tu abordes la thématique du plaisir. Alors, Du jour. oui, le jeu Sega Rally m'a apporté beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que j'ai aimé jouer, surtout pour le réalisme dans les réactions de la voiture. Donc, quand on dérape, et là, c'est difficile de reprendre le contrôle de la voiture. C'est le meilleur jeu pour ce qui est de cet élément-là réaliste du contrôle de la voiture. Je sais, j'ai dérapé beaucoup. Combien de pouces on lui donne? Moi, je lui au donne Sega 3 Rally? pouces sur 5 en raison du choix de voiture et des choix de tracé limités. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir. Salut! Bonjour et taisez-vous.
C'est l'heure des... L'argent de papier ou de métal pourrait bientôt disparaître. Oui, cette idée-là qui a été ridiculisée pendant longtemps, ben, ça se concrétise peu à peu avec les dépôts directs des salaires et l'utilisation intensive des cartes de crédit et de débit. Plusieurs transactions bancaires et financières peuvent également déjà être faites simplement par téléphone. Des cartes à puce aussi permettent de téléphoner depuis des cabines publiques et ces mêmes cartes-là vont servir pour d'autres types de transactions, comme par exemple pour payer le parcomètre bientôt. Mais le coup de grâce pourrait toutefois être porté par l'autoroute électronique. Au Québec, le projet UBI développé par Vidéotron devrait aussi permettre de payer ses factures depuis sa télévision et avec une télécommande, tout simplement. Quand on va vouloir faire un vœu dans une fontaine, on va jeter notre carte à puce? Technocréation. Roxane, j'aime ton odeur, ton arôme, ton bouquet, ta fragrance, ton parfum, ton fumet. Il flotte dans l'air des effluves de muguet qui doucement vers moi descendent de ton parapet. J'eus aimé en dire autant de toi, mais tu pues. On n'y peut rien, ma foi. Ton odeur met mon nez en émoi. Je mets mon pince-nez et je descends jusqu'à toi. Dans le monde de Roxane, Michel Martin. Bonjour, Michel. Vous avez deviné qu'on parle aujourd'hui d'odeur, on parle de nez, parce que, Michel, vous êtes chimiste, vous êtes directeur de recherche chez Naturome. Exact. Et votre rôle dans l'entreprise, finalement, c'est d'être un nez. Qu'est-ce que c'est, ça, être un nez? Ben, être un nez, c'est être celui qui va créer justement les arômes. Donc, me servir de mon nez comme outil de travail pour justement Pour créer des odeurs. des odeurs, exactement. Que les clients nous demandent, dépendamment du type de produit. Et puis, comment est-ce qu'on devient un nez? Ben, on devient un nez, d'abord, faire une bonne formation technique. Chimiste, c'est sûr que c'est une bonne formation, mais on peut être aussi en formation alimentaire ou en technique, des diététiques ou en chimie analytique, quelque chose comme ça. Et puis à ce moment-là, avec l'expérience aussi, ben, ça prend l'expérience, puis beaucoup d'erreurs et d'essais, on devient OK, un bon puis nez. être un nez, ça implique justement qu'on peut percevoir peut-être plus d'odeurs que la moyenne des gens. Combien Oui. vous en percevez? Environ entre 800 et 1000. Entre 800 et 1000. Et c'est parce que je sais pas du tout ce que ça représente. Nous, combien on en perçoit? Comme toi, là, avec pas beaucoup d'expérience, généralement entre 50 et 100. Oh! Mais comment on fait pour en percevoir autant? Autant, Est-ce qu'il y a ben, un exercice? Oui, il y a un exercice. Justement, bon, chez nous, évidemment, au labo, on a tous les ingrédients séparés, donc il faut s'entraîner, on les sent individuellement. Et puis par la suite, ben, quand on fait nos créations, ben, nous, on les reconnaît. Quelqu'un nous présente quelque chose, OK, il va avoir... Juste au nez, on peut sortir 10, 20, 30 ingrédients. Ah oui? Oui, À facilement. sentir un produit Oui, comme ça. puis après ça, on peut le recréer en 2 heures, on va le recréer. Donc, comment vous créez ça, justement? Par exemple, une arôme artificielle. Bon, dans les arômes artificiels, c'est évidemment surtout des produits chimiques. Il y en a qui n'existent même pas dans la nature. Donc là, on a une gamme, puis à partir de ça, on peut recréer. Généralement, une vingtaine d'ingrédients, c'est suffisant dans ces cas-là. Et puis, dans le cas d'une arôme naturelle. Dans un arôme naturel, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, C'est ce qu'on a ici. c'est ce qu'on a ici. Donc, pour faire le fruit de la passion, entre autres, qu'on a ici, on a utilisé, par exemple, des huiles d'orange qu'on a, des huiles de citron. On a utilisé un produit ici qui s'appelle Davana, qui est vraiment... Ah, c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai? Oui, ça sent très fort. Ici, on a On va l'inalo. laisser fermer, OK. On va sentir. Donc, toutes ces odeurs-là, ensemble, vous avez fait le fruit de la passion. C'est ça. Puis qu'est-ce qui fait le fruit de la passion? C'est le mélange. Faire un bon mariage de ces ingrédients-là, un bon dosage pour recréer justement ça. Et puis à ce moment-là, ben, on recrée ce qu'on appelle l'arôme du fruit de la passion. Puis quand on met ça dans un liquide ou un jus ou tout ça. En concentré, j'imagine. Oui, évidemment. Ici, ça te donne une idée. 0,7 % seulement pour recréer le goût et l'arôme. Rapidement, qu'est-ce que ça sent chez vous où vous travaillez? C'est comme un magasin d'épices chinois. Là. Ça sent toutes sortes d'épices, d'oranges ou de trucs comme ça. Et quelle est la pire odeur? Ah, moi, je dirais le poisson ou le fromage bleu. Mais je pense qu'on s'entend avec vous là-dessus. Merci beaucoup, Michel. Bye bye. Merci. Des chercheurs créent une oreille. En effet, des chercheurs américains ont réussi à faire pousser une oreille humaine sur le dos d'une souris.
Et il ne s'agit pas d'une blague ni d'un scénario de film d'horreur, mais bien d'une expérience médicale qui est destinée à produire des tissus et des cartilages à greffer sur des personnes mutilées ou victimes de malformations. Pour l'expérience, les chercheurs ont utilisé un matériau synthétique de la forme d'une oreille qu'on a ensuite greffé comme ça sur le dos d'une souris. Au bout d'un certain temps, les cellules vivantes de la souris ont pris peu à peu la place du matériau synthétique. Résultat, on a une oreille prête à être greffée. Bien que la technique soulève des questions, comme l'utilisation des animaux pour la recherche, l'expérimentation se poursuit et les scientifiques pensent aussi pouvoir remplacer de la même façon d'autres parties humaines comme des nez. Non, ça veut dire qu'il y a de l'espoir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, pour toi, ouais. Techno-futurologie. Michel, c'est Marcelino. Bonjour, bonjour Michel, c'est Marcelino. Oui, futurologie. Oui, c'est ça. On parle de communication. Avec qui? Ben avec Michel Gros, voyons donc! Ça commence à me plaire, ce petit gros-là. Michel, je suis content aujourd'hui qu'on parle de communication. Enfin, le merveilleux monde de la communication. Entendez-vous ça? À la publicité, on entend ça, le merveilleux monde des communications qui nous attend. Mais non, pas du tout. C'est l'horrible, l'enfer, le calamitique monde des communications, l'insupportable. En fait, on nous annonce une société branchée. Moi, tout ce que j'ai le goût de faire, c'est de me débrancher. Mais on peut pas, il n'y a même plus de fil après cette affaire-là. On va enlever les batteries pour toi, Michel. Merci. Alors, on va voir un extrait du Capitaine Crochet de Steven Spielberg. On revient tout de suite après. Je dois arrêter ça. Londres, 1991. Pour Peter Banning, alias Peter Pan, le téléphone cellulaire est un prolongement naturel du corps et de l'esprit. Malheureusement, sa sonnerie persistante empoisonne sa vie de famille. Et tout ça en pleine veille de Noël. La seule solution, jeter le gadget infernal par la fenêtre. Oui, c'est vrai qu'on a envie souvent de le jeter par la fenêtre, le téléphone. Effectivement. Et depuis toujours, en fait, les nouvelles technologies de communication nous donnent de la méfiance et font en sorte là, qu'on ne sait pas vraiment ce qui va venir plus tard. La méfiance date pas d'aujourd'hui, comme par exemple quand Alexandre Graham Bell, non, rien à voir avec les biscuits Graham, mais plutôt avec Bell. Ah ouais. Quand Alexandre, donc, a déposé son brevet de téléphone, il a proposé une compagnie de télégraphe. À l'époque, c'était le télégraphe, puis bip, bip, bip. Et la compagnie a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une espèce de petit jouet électrique comme ça? Ça n'a aucune application possible, aucune application. On pensait à côté de quelque chose. Oui, et puis même chose en 1939. On doutait à ce moment-là de l'utilisation commerciale de la télévision. Et dans un journal de l'époque, on peut lire, le problème avec la télévision, c'est que les gens doivent rester assis, les yeux rivés sur leur écran. La famille américaine moyenne n'en a tout simplement pas le temps. On connaît le résultat, la famille américaine moyenne campe devant la télévision. Non seulement les moyens de communication sont de plus en plus envahissants, mais ils sont aussi de plus en plus efficaces. Il faut quand même leur donner ça. Par exemple, la première lettre, qui a été, pas la première lettre, mais la lettre malée à la poste, postée plutôt, qui a pris le plus de temps à se rendre à son destinataire, n'a mis pas moins de 27 ans. Oh, j'espère que c'était pas un chèque. Non, c'est ça. J'espère que c'était pas non plus un avis de congédiement. Elle a été postée en novembre 1950 et elle a été, en fait, l'avion sur lequel elle se trouvait s'est écrasé dans les Alpes et elle a été repêchée par la gendarmerie française en 1978 et le destinataire, qui avait alors 80 ans, était toujours vivant. Donc, l'expression mettre une lettre, passer comme une lettre à la poste, on devrait peut-être utiliser autre chose. La poste aujourd'hui, ça a changé le télécopieur, non? Oui, le télécopieur, oui, c'est ça. Mais ça. le télécopieur, ça fait quand même longtemps que ça existe, depuis 1843. Le premier modèle de télécopieur était fait avec des pièces métalliques, avec des morceaux de branches et avec une mâchoire de vache. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionnait. Mais bref, donc, ça s'est beaucoup amélioré. C'est tout à fait vrai. Ce qu'on peut se demander, en fait, c'est est-ce que vraiment on communique davantage avec les nouvelles technologies? Moi, je me pose beaucoup la question. On peut y répondre. Je vais essayer, c'est ça, je vais essayer de le dire. D'une part, il y a un répondeur téléphonique. C'est sûr que ça nous permet de ne pas manquer d'appels. On n'a qu'à appuyer sur le bouton. Avec toi, j'irai au bout du monde. Tu fais le voyage? Oui, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher, les techniques de communication. Il y a aussi la communication homme-machine qui est de plus en plus fréquente. On n'a qu'à faire, par exemple,
Faire le 81, c'est ça, et voir... Quelle ville? Montréal. Répondez par oui ou par non. Quelqu'un qu'on connaît tous très bien. Oui, c'est Très ça. curieux de rencontrer cette une personnalité madame-là. vraiment séduisante et synthétique, complètement virtuelle. Alors maintenant, c'est ça. Donc, on a le plaisir de communiquer avec des machines, ce qui n'est pas mon plaisir personnel à moi. En plus, il faut toujours avoir une raison de communiquer, d'appeler. C'est rare qu'on s'appelle. Bonjour, la raison de mon appel, cher monsieur, c'est rien. Tu sais, ça arrive pas souvent. Il faut être bref. Oui, Fanson, bon, ça y est, encore. Vraiment insupportable. Oui, allô? Le studio? Il me reste 30 secondes, merci. Donc, en 30 secondes, qu'est-ce que je peux dire? Bien, utilisez les moyens de communication pour ne rien dire. Encombrez les lignes de téléphone, les longues distances, faites-en. Et surtout, ne dites rien d'intéressant. Oui, l'anarchie. Et pour finir, un livre. Donc, L'avenir n'est plus ce qu'il était, de Michel Saint-Germain, où on parle beaucoup des technologies de communication, donc qui est bien intéressant sur le sujet. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Salut. De l'air plus propre dans les petites entreprises. Oui, la qualité de l'air dans les PME, les petites et moyennes entreprises, c'est souvent un problème. Un nouveau traitement biologique qui a été mis au point par l'Université de Sherbrooke devrait bientôt aider les petites entreprises qui utilisent, par exemple, des solvants. Les solvants organiques volatiles sont un problème très sérieux dans les petites usines comme dans les ateliers de peinture. Bien qu'ils soient organiques, ces produits-là sont loin d'être bons pour la santé des travailleurs. Ouais, puis ça pue. Oui, ça pue. Ben, le nouveau procédé appelé Biosov utilise un filtre ensemencé de micro-organismes. C'est des petites bébites voraces. Et grâce à ce système-là, l'air rejeté lors des activités impliquant des solvants passe à travers un bac où l'on trouve ce milieu filtrant biologique. Et le procédé québécois épure l'air à 95 %. Après des essais en laboratoire, le procédé Biosov va continuer à être testé pour quelques mois dans des vraies conditions dans le parc industriel de Sherbrooke. Et ensuite, il s'agira juste de trouver d'autres petites bébites pour manger les petites bébites qui puent parce qu'ils ont mangé des affaires qui puent à cette heure. Techno-trip. Bonjour, bienvenue à Techno-trip. Aujourd'hui, on vous parle d'un système pas mal flyé qui s'appelle le Visite Vidéo. Pour nous en parler, ben, Sylvain Tremblay est avec nous. Vous avez une formation d'ingénieur, vous travaillez chez Nortel. Oui. Et c'est là qu'on a développé ce concept-là qui s'appelle Visite Vidéo. En quoi ça consiste au juste? La visite vidéo, c'est un système qui fait partie. On parle beaucoup d'autoroutes électroniques, on parle de vidéoconférence. Donc, visite vidéo, ce que c'est un logiciel, une caméra sur un PC standard qui nous permet de faire de la vidéoconférence, contrôler nos. OK, notre on téléphone. voit la caméra qui est ici. Et puis, on peut aussi faire du travail à distance. Donc, tout ce que je fais à mon écran, je vois à la personne avec qui je travaille. OK, récapitulation. Donc, ce système-là permet de communiquer à travers l'ordinateur avec quelqu'un qui est à distance. Oui. Et on le voit apparaître dans l'écran. Exactement. OK, est-ce qu'on peut voir, par exemple, ce qu'on verrait? Là, on se voit, nous. On se voit, nous. Dans le fond, Oups, en temps normal, on se voit ici. d'accord. OK. Dans cette fenêtre-là, on voit la personne à qui on parle. OK. Mais là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle était bien occupée Elle était aujourd'hui. bien malade aujourd'hui. Donc, puis on a aussi tout ce qu'on fait à notre écran. Donc, dans le cas présent, j'ai un genou. Un genou. Un genou. Et puis, tout ce que je fais sur mon écran ici serait reflété à distance. OK, donc on pourrait travailler à deux sur un même travail. Exactement. Il y en a-tu qui copient les devoirs ici? Donc, on pourrait, genre, faire de l'amélioration de devoirs à distance. OK. Et puis, est-ce que c'est compatible? Est-ce que les différents ordinateurs peuvent être compatibles? Est-ce que ça prend toute une lignée de Mac ou de... On parle toujours de deux personnes. OK. C'est d'une personne à une autre, mais la personne à une extrémité peut avoir un Macintosh, puis à l'autre extrémité, ça peut être un IBM compatible. OK, parce qu'aujourd'hui, ça existe Oui. présentement. Il y a des entreprises qui s'en servent. Oui. Donne-moi des exemples. Bien, si on prend par exemple les gens qui font les annonces de McDonald's, Cossette Communication, eux, ils utilisent ça pour revoir leur publicité. Plutôt que se déplacer, aller à l'imprimerie, puis toujours comparer, vont utiliser ce genre de technologie-là. La Ville de New York a sauvé 50 millions de dollars en un an
De quelle façon? De quelle façon? Un criminel souvent est accusé, on l'envoie en prison et doit comparaître pour son enquête préliminaire. Donc, plutôt que de déplacer le criminel jusque... On le fait comparaître sur ordinateur. Exactement. L'avocat voit le criminel à l'écran, lui dit « Voici, tu es accusé pour tel chef d'accusation. Es-tu coupable? Plaides-tu coupable ou non coupable? » Généralement, on devait déplacer le criminel. Maintenant, on le fait à distance. On sauve énormément. Tout ça me semble très simple. Je me demande, c'est une question qui est peut-être un peu bête, pourquoi ça n'existait pas avant? Bien, comme toute chose, ça évolue beaucoup. Puis il y a un milieu qui évolue en ce moment, c'est les télécoms. Les télécommunications sont en pleine effervescence. Donc, on regarde la numérisation, tout est... Internet, connaissez-vous ça? Oui. Puis là, 2 ans, on entendait-tu parler d'Internet? Non, pas tout. C'est un bel exemple. Mais est-ce qu'on peut faire un lien entre ça et Internet, justement? Visite vidéo est basée sur le réseau téléphonique. Internet, c'est tout un réseau informatique. Éventuellement, on va relier les deux. OK, justement, t'as apporté un téléphone. Quel est le lien avec le téléphone? Si on regarde juste visite vidéo, on peut tout gérer nos télécommunications à partir de visite vidéo. Donc, on peut gérer... Donc, ici, à l'écran, qu'est-ce que c'est au juste? À l'écran, je pourrais contrôler mon poste téléphonique et puis je suis en mesure de savoir qui m'a appelé, qui j'ai appelé, à quelle heure je l'ai appelé. C'est une bonne chose pour vous autres, ça, savoir qui on a appelé et à quelle heure? Je vois que vendredi, t'as pas travaillé fort, en tout cas. Non, j'étais ici. Et puis, quelles sont, rapidement, les perspectives d'avenir pour un système comme ça? Est-ce qu'on va le retrouver très bientôt, partout? Visite vidéo, ça fait déjà 2 ans que ça existe. Alors, on va retrouver ça de plus en plus du côté... on parle de vidéoconférence, on va avoir un... Là, on s'est vu tantôt, on était sur un petit écran. À partir de le milieu de l'été, on devrait avoir un plein écran pour l'image. Bien, on le souhaite. Merci beaucoup, Sylvain. Un parc d'amusement extraterrestre. Oui, un parc d'amusement sur la Lune. Ça semblait un projet si farfelu que même Walt Disney n'y avait pas pensé. Il a fallu un autre Américain du nom de David Gump pour lancer l'idée d'un tel projet, sûrement le frère de Forrest. Enfin, ce lunatique vient en effet de créer la société Luna Corp, qui doit développer un parc d'attractions capable d'envoyer des fusées porteuses de robots télécommandés sur la Lune. Je ne sais pas si vous me suivez. Le premier lancement pourra avoir lieu dès 1998. Les robots envoyés sur la Lune seraient dirigés depuis un centre de contrôle terrestre pour la plus grande joie des visiteurs qui assisteraient à une retransmission en direct. Fascinant, hein? La NASA verrait ce projet d'un bon œil car il relancerait l'intérêt du public pour l'industrie spatiale. Mais encore, faudra-t-il que Gump réunisse les 163 millions de dollars nécessaires au projet. Et honnêtement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Être ici, là, puis faire bouger un dune buggy sur la Lune, hein? Savez-vous, je pense exactement la même chose, moi. Techno générique.